Salut! Au sein des groupes militants, on peut distinguer deux groupes de personnes. Les personnes concernées par les causes pour lesquelles elles militent, comme les afroféministes pour la misogynie et l'antiracisme par exemple, et les personnes qui ne sont pas concernées par ces causes mais qui s'y intéressent et ou qui militent quand même. Et c'est de cette deuxième catégorie de personnes que je vais parler aujourd'hui. La première question que l'on se pose quand on évoque le sujet des alliés, c'est pourquoi cette distinction entre alliés et concernés ? Premièrement, parce que les deux groupes de personnes n'ont évidemment pas le même rapport aux oppressions contre lesquelles elles luttent. On peut être l'allié le plus actif et le plus irréprochable du monde, on n'aura quand même jamais idée de ce que peuvent vivre et ressentir les personnes concernées. Et de la même manière, en tant que personne concernée, on ne peut pas attendre des alliés une parfaite compréhension des oppressions que l'on subit. Deuxièmement, parce que les alliés ont quelque chose que les concernés n'ont pas, quelque chose de très important, et qui est leur privilège, singulier ou pluriel, et surtout la manière dont ils s'en servent. Parce que pendant que les personnes privilégiées ne s'intéresseront pas forcément aux causes qui sont importantes pour les personnes concernées et se contenteront de lutter contre les choses qui les intéressent uniquement ou à ne pas lutter, à profiter des systèmes en place, les alliés se serviront du privilège qu'elles ont au sein de la société et donc du fait qu'elles soient plus écoutées, plus prises au sérieux pour prendre la parole et laisser la chance aux personnes concernées de pouvoir s'exprimer et de faire avancer les choses. Et ça, c'est la différence la plus importante. Dans les milieux militants, avoir un allié peut être vraiment utile pour faire avancer une cause. De la même manière qu'Emma Watson, dans son discours pour la campagne He4She, a dit aux hommes que l'égalité homme-femme ne se ferait pas sans eux, on peut aussi considérer que la lutte contre l'antiracisme ne pourra pas vraiment avancer si les personnes non racisées ne prennent pas la parole et ne font pas ce qui est nécessaire pour faire avancer les choses. Et ça peut être la même chose pour les personnes cisgenres, et dans les personnes transgenres, pour les personnes valides et dans les personnes handicapées. Mais il y a une nuance à ne pas oublier et c'est la raison pour laquelle j'insiste sur la formulation « Pourquoi peut-on avoir besoin d'alliés ?» au lieu de « Pourquoi a-t-on besoin d'alliés ?» Parce que le problème avec le fait d'avoir des alliés, le fait d'accorder de l'importance aux personnes non concernées dans des luttes pareilles, c'est que bien souvent ça peut être plus un frein qu'un propulseur en fait dans ces luttes. Parce que même si les livres d'histoire essayent de nous faire oublier ce fait plutôt important, le fait est que dans la plupart des causes pour lesquelles des personnes se sont battues, les résultats et même la poussée première pour commencer à lutter a été commencée par ces mêmes personnes concernées et elles n'ont pas attendu l'arrivée d'alliés pour se mettre en marche et faire avancer les choses. Et la plupart du temps, avoir un allié signifie qu'il faut en quelque sorte éduquer cette personne et lui montrer le système dans lequel on vit et à quel point ce système peut agir au détriment des personnes concernées. Et ça représente beaucoup de temps, d'énergie et de patience quand la personne n'est pas forcément prête à abandonner ses privilèges. Et c'est un contretemps dont les personnes concernées n'ont vraiment pas besoin. Donc même si les alliés peuvent être utiles pour les milieux militants, ils ne sont pas indispensables. Et ça, c'est quelque chose que je pense beaucoup de gens semblent oublier. Parce que oui, ça peut être vraiment drainant si en plus de devoir subir les résultats de ces systèmes d'oppression tous les jours, on doit en plus expliquer et justifier et essayer de rendre notre vécu crédible auprès de personnes qui veulent peut-être bien faire, mais qui ne font certainement pas avancer les choses. Voici donc 5 conseils à peu près pour ne pas être un allié en carton. Ne pas tout ramener à soi et accepter qu'on contribue, qu'on le veuille ou non, à un système d'oppression, même si on est nous-mêmes victimes d'oppressions différentes. Et pour vous donner un exemple, je vais aller à l'encontre de mon conseil et parler de moi, la logique. Je suis antillaise et je suis tout à fait consciente que
La transphobie et l'homophobie sont des pratiques courantes aux Antillais. En tant que personne antillaise, je dois accepter le fait que c'est un fait que beaucoup d'Antillais sont transphobes et homophobes et que même si je ne le sais pas, un jour je ne suis pas à l'abri d'entendre un de mes proches tenir des propos homophobes ou transphobes. Là où je veux en venir, c'est que si un jour j'assiste à une discussion où on parle d'homophobie et de transphobie et qu'on en vient à parler de l'homophobie et la transphobie aux Antilles, mon rôle, ça ne sera pas de monter sur mes grands chevaux et dire « Regardez, moi, je suis antillaise et moi, je ne suis ni homophobe ni transphobe. » Parce que premièrement, on ne parle pas de moi. Deuxièmement, on s'en fout. Troisièmement, j'ai pas demandé un cookie parce que je me comporte comme un être humain décent. Et quatrièmement, ça fait pas avancer les choses en fait. Ce qui fait avancer les choses, c'est reconnaître que oui, il y a un problème de transphobie et d'homophobie aux Antilles et d'essayer de voir comment on peut régler le problème. Et l'exemple que je viens de prendre s'applique absolument toutes les situations. C'est ce qu'on a pu voir notamment avec le hashtag #NotAllMen, tenu par des hommes qui veulent se dédouaner de tous ceux qui harcèlent des femmes dans la rue, qui violent des femmes, qui tiennent des propos misogynes, etc. Et ce n'est pas le propos, en fait. Si vous, en tant qu'homme, n'êtes pas misogyne, que vous êtes pro-féministe, que vous croyez personnellement en l'égalité des genres, voilà, un cookie. C'est bien, c'est tout en fait. On ne peut pas vous féliciter et vous demander à chaque fois d'être le porte-parole de tous les hommes à chaque fois qu'on parle d'une situation problématique. Si vous savez que vous n'êtes pas concerné, c'est bien pour vous. Mais tout de suite là maintenant, on ne parle pas de vous. Et c'est ça le problème, le principal problème du moins, avec les alliés. Ne pas se reposer sur les concernés pour faire sa propre éducation. Ou en d'autres termes, Google est ton ami. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tant que personne concernée, on doit faire un vrai travail psychologique sur nous tous les jours, histoire de ne pas péter un câble à chaque fois qu'on entend quelque chose de problématique à notre rencontre, à chaque fois qu'on voit quelque chose de problématique à notre rencontre, à chaque fois qu'on subit quelque chose de problématique à notre rencontre. Et le fait de devoir, dans nos cercles personnels où on aimerait sentir qu'on est compris, devoir réexpliquer tout ça et justifier tout ça et expliquer pourquoi telle ou telle chose est blessante et pourquoi il ne faut pas faire telle ou telle chose, c'est fatigant. C'est vraiment fatigant. Et le meilleur truc que vous pouvez faire en tant qu'allié, c'est commencer ce travail de recherche par vous-même. Parce que Dieu sait que les ressources ne manquent pas. Et ensuite, si vous avez des questions à partir du travail que vous avez fait, commencez des vraies discussions plutôt que demander à une personne noire, par exemple, une dissertation de 5 pages en 3 points sur pourquoi le racisme anti-blanc n'existe pas. Par exemple, si certaines personnes valides prenaient le temps d'écouter des personnes concernées sur leurs ressentis plutôt que d'essayer de réfléchir à leur prochain reportage où ils se baladeront en fauteuil roulant pour se mettre dans la peau des handicapés, les choses avanceraient tellement plus vite. On n'a pas que ça à faire. Vraiment. Accepter d'être en arrière-plan et ne pas prendre la parole à la place des concernés. Quand j'ai dit tout à l'heure que les alliés pouvaient utiliser leurs privilèges pour parler et promouvoir la lutte des personnes concernées, je n'entendais pas qu'elles devaient récupérer le discours des concernés, se l'approprier et passer pour le Martin Luther King du XXIe siècle. Absolument pas. Ce qu'il faut faire en fait, ce n'est pas prendre la parole des concernés, leur dire « ne t'inquiète pas, je conterai ton histoire » et passer ensuite pour l'héros ou la héroïne qui a la bonté de conter l'histoire des concernés. Non, c'est pas ça le propos en fait. Le but, c'est d'attirer l'attention des autres personnes privilégiées, de leur dire « regardez, il se passe ça. Il y a telle et telle et telle personne qui prennent la parole sur le sujet. Elles ont raison, elles sont pertinentes. Elles parlent d'un truc qui doit cesser et il faut les écouter. » C'est ça, un travail d'allié en fait.
Et si vous sentez que vous n'avez pas peut-être le bagage intellectuel ou la capacité ou assez de pertinence pour vous exprimer sur le sujet, ce n'est absolument pas grave en fait. Il y a des outils pour ça. Il y a le bouton retweet pour ça. Il y a le bouton partager pour ça. Il y a absolument tout à votre disposition pour que vous puissiez relayer le contenu sans avoir à vous l'approprier, à parler dessus et donc à vous ridiculiser parfois. Travailler sur soi et dans ses cercles. Parce que oui, être un allié, ça ne suffit pas juste reconnaître ses privilèges et sa place avantageuse dans la société par rapport à celle des concernés. Il s'agit aussi de se demander ce qu'on fait et ce qu'on dit au quotidien qui contribue à perpétuer ce système d'oppression et à réfléchir aux moyens d'arrêter tout simplement. Mais une fois que ce travail sur soi est fini, il faut aussi essayer de voir ce qu'on peut faire dans ces cercles familiaux, professionnels, etc. pour essayer de faire avancer les choses. Et c'est en général là qu'on peut distinguer les vrais alliés des alliés en carton. Par exemple, je ne compterai plus le nombre de féministes non racisées qui se disent déconstruites, qui se disent alliées, qui voudraient marcher avec leurs sœurs noires dans la rue, mais qui ne sont pas capables de shut down les conneries de leur oncle raciste à Noël. Enfin, ne pas être blessé par le besoin de non-mixité, parce que il faut comprendre que oui, ça peut être vexant en tant qu'allié de se considérer comme un travail supplémentaire, une charge, voire un fardeau pour les personnes concernées, du fait du retard qu'on peut avoir en fait sur la culture qu'on a par rapport à ces oppressions. Mais se vexer, monter sur ses grands chevaux à chaque fois qu'une personne racisée dit qu'elle préférerait travailler et lutter en non-mixité, ça ne fera pas avancer les choses en fait. Et c'est là encore qu'on peut voir l'hypocrisie de certaines personnes qui se revendiquent alliées. Parce que au final, les féministes qui se plaignent des afroféministes qui veulent assister au camp d'été décolonial en disant que c'est communautariste, en disant que les femmes blanches sont exclues des mouvements féministes et que c'est injuste, et qui ensuite se plaignent des hommes qui ne comprennent pas pourquoi ils ne seront jamais vraiment considérés comme entièrement féministes, comme juste pro-féministes. Si on a besoin de non-mixité, c'est bien pour une raison. Et le fait de penser qu'on a besoin de non-mixité pour blesser les personnes non concernées et les exclure, c'est ramener les choses à soi. Revoir mon premier point. Parce que si on a besoin de non-mixité, c'est pour se retrouver entre personnes dont on sait qu'elles n'auront pas besoin d'explications, de justifications. Et en tant que femme racisée, je peux témoigner en disant que c'est un tel soulagement quand on peut arriver à une table d'autres femmes racisées qui vivent les mêmes oppressions que nous et qu'on peut parler de choses qui nous arrivent et de nos ressentis et qu'au lieu de recevoir les habituels « oui mais t'es sûr que tu te fais pas des idées » ou « oui mais ça c'est pas du racisme, attends, je vois pas pourquoi tu t'énerves, ça sert à rien ». On va plutôt avoir des gens qui vont nous dire « oui, je te comprends, je sais ce que ça fait, oui, je sais, moi aussi ça m'énerve ». Et c'est une bénédiction, vraiment, de pouvoir s'exprimer sans phare, de pouvoir laisser libre cours à sa colère et à ses sentiments sans avoir peur de vexer des gens, de froisser des gens, de devoir s'expliquer, de devoir redéfinir le racisme toutes les 2 secondes. Et c'est juste beau ces moments-là. En tant qu'allié, si votre principal but est d'avoir une société plus agréable à vivre pour les personnes concernées, vous ne devriez pas être contre leur besoin de non-mixité, puisque pour bon nombre d'entre elles, c'est ce qui les aide à tenir le coup au quotidien. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En commentaire, vous pouvez me dire ce que vous faites au quotidien pour être un bon allié ou une bonne alliée. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu à cette vidéo, vous abonner à ma chaîne, me soutenir sur Tipeee si vous pouvez, me suivre sur Facebook et Twitter. Les liens sont évidemment tous dans la description. Je mettrai aussi en description une playlist de vidéos, malheureusement presque tout en anglais, de personnes sur YouTube qui prennent la parole sur les alliés et qui ont fait un travail incroyable.
Vous pouvez les consulter si vous avez besoin de plus d'informations. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!